Les États-Unis sont dans une période de campagne électorale pour la présidence. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que Joe Biden est en mesure de battre ou non Donald Trump. Donc il faut se placer dans une perspective interne aux États-Unis. Le conflit israélo-palestinien est très présent dans les débats politiques. Il y a une forte opposition à tout ce que fait aujourd'hui l'État d'Israël. Et cette forte opposition s'exprime notamment au sein du Parti démocrate, plus particulièrement dans l'aile gauche du Parti démocrate. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui le forcing de l'administration Biden pour un État palestinien. Avec nous en ligne depuis Paris pour en parler, le professeur André Caspi. Bonjour et shalom, André. Bonjour. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire des États-Unis. À ce titre, vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur ce pays, sur les États-Unis, dont l'un des derniers s'intitule La nation armée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On a assisté ces dernières semaines de la part de l'administration Biden à une offensive en règle en faveur de la création d'un État palestinien à l'issue de la guerre actuelle à Gaza. Un État qui unifierait les territoires de Judée-Samarie à celui de la bande de Gaza sous le contrôle de ce qu'on appelle à Washington une autorité palestinienne rénovée. Qu'est-ce qui a, selon vous, poussé Biden et Blinken, le secrétaire d'État, à lancer cette offensive ? Je pense qu'il faut partir d'un point de vue très simple. Les États-Unis sont dans une période de campagne électorale pour la présidence. Et comme chacun sait, le président actuel, Joe Biden, est opposé ou sera opposé vraisemblablement à Donald Trump. Donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que Joe Biden est en mesure de battre ou non Donald Trump. Donc il faut se placer, si vous voulez, dans une perspective interne aux États-Unis. Et dans cette perspective-là, on constate deux choses. La première, tout d'abord, c'est que le conflit israélo-palestinien est très présent dans les débats politiques. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'est passé précédemment, ça n'est pas pour les Américains un conflit lointain, périphérique, plus ou moins compréhensible, c'est un conflit dont ils se préoccupent, surtout dans certains milieux, bien entendu, mais finalement, c'est le deuxième point, il y a une forte opposition à tout ce que fait aujourd'hui l'État d'Israël. Et cette forte opposition s'exprime notamment au sein du Parti démocrate, plus particulièrement dans l'aile gauche du Parti démocrate. Et je vais vous donner un exemple très simple. Dans les élections présidentielles aux États-Unis, ce sont les États qui, en somme, expriment leur point de vue et font le choix entre les candidats. Or, il y a un État, par exemple, qui est l'État du Michigan, c'est l'État dans lequel se trouve la ville de Détroit. C'est un État dans lequel il y a une très forte minorité musulmane. Et cette minorité musulmane n'accepte pas que l'on puisse avoir des positions favorables à l'État d'Israël. Elle dénonce la politique extérieure des États-Unis telle qu'elle était jusqu'à maintenant, et elle dit au fond au président Biden, si vous voulez être réélu, il faut nous donner satisfaction. Et il se trouve que d'après les sondages actuels, dans l'État du Michigan, Donald Trump est nettement en avance sur Joe Biden. Par conséquent, il y a de la part du président des États-Unis la volonté d'être réélu, et pour être réélu, il faut rassembler une majorité dans laquelle figure cette minorité musulmane extrêmement active, qui en plus bénéficie de l'appui des campus universitaires où des manifestations anti-israéliennes ont été spectaculaires, parfois violentes et souvent généralisées d'une université à l'autre. Donc, ce que je dirais, c'est que le changement
dans la position internationale des États-Unis n'est pas un changement brutal, parce que ça n'est pas la première fois que les États-Unis défendent l'idée de deux États, un État palestinien, un État juif. Mais s'ils le font aujourd'hui avec cette force, cette détermination, cette ardeur, c'est parce que le président des États-Unis se trouve dans une campagne électorale et que cette campagne électorale réclame de sa part qu'il fasse le rassemblement le plus large autour de sa candidature. Et ça suppose bien entendu, dans ce cas, que la minorité musulmane soit satisfaite par la réponse que les États-Unis peuvent faire à cette question. Alors, on comprend bien ces raisons tout à fait intérieures et électoralistes que vous avez bien développées, mais ce projet qui est d'ailleurs été repris en cœur par plusieurs pays européens comme la France et la Grande-Bretagne, ainsi que l'Union européenne, d'ailleurs, ce projet déplaît beaucoup, comme vous le savez, à Israël, où la Knesset et le gouvernement ont adopté la semaine dernière des résolutions explicites s'opposant clairement à la création d'un tout État palestinien de manière unilatérale et non négociée avec Israël. Alors, la question qui tombe sous le sens, au-delà de cette préoccupation qu'on peut comprendre de la part d'un président qui veut se faire réélire, mais ne va-t-on pas, à ce propos, vers une crise majeure entre Washington et Jérusalem, qui pourrait avoir d'ailleurs de graves répercussions sur le conflit actuel en cours contre le Hamas et le Hezbollah? Et j'ajouterais dans ma question que c'est pas simplement l'État palestinien, c'est que on a vu ces dernières semaines le département d'État prendre des mesures individuelles, de poursuites individuelles contre des habitants juifs suspectés d'être des extrémistes qui habitent en Judée-Samarie. Et puis, pas plus tard qu'en ce début de semaine, le département d'État a publié un communiqué dans lequel il rappelait que pour Washington, les localités juives de Judée-Samarie demeurent illégales au regard du droit international. Mais c'est une offensive tous azimuts contre Israël. Est-ce que ça ne revient pas, si vous voulez, à distribuer un bon point, une récompense au Hamas, finalement? Dans un certain sens, vous avez raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'opposition entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les autorités américaines est une opposition profonde. Profonde, et pourtant, malgré tout, ça n'empêche pas les Américains de continuer à fournir des armements à l'État d'Israël. Donc, ça veut dire que les Américains disposent d'un moyen de pression qui est extrêmement puissant, et que ce moyen de pression, ils l'emploient précisément pour faire triompher cette diplomatie qui permettrait, disent-ils, qui permettrait de résoudre le conflit. Et il y a en somme un isolement de plus en plus marqué de la part du gouvernement israélien vis-à-vis du reste des organisations internationales ou des acteurs internationaux. C'est vrai par exemple avec les Américains, c'est vrai avec les États européens, et je ne parle évidemment pas du Sud global qui lui est systématiquement anti-israélien. Donc ça veut dire que Israël est de plus en plus isolé. Alors, est-ce qu'Israël est isolé parce que c'est Israël, ou est-ce qu'Israël est isolé parce que le Premier ministre israélien ne bénéficie plus, en somme, de la confiance qu'il devrait avoir dans les milieux internationaux? On peut en débattre, mais il est certain qu'aujourd'hui, Israël ne peut pas continuer à mener des opérations militaires dans la bande de Gaza sans avoir une idée très précise qui serait exposée et qui montrerait ce que Israël a l'intention de faire une fois que la guerre sera terminée. Car il faudra bien un jour ou l'autre mettre fin aux opérations militaires. Et c'est là qu'il y a divergence, et divergence profonde avec les amis d'Israël que sont les Américains, ou disons les bonnes relations fluctuantes aussi d'ailleurs d'Israël avec des États européens. Tout cela en somme fait qu'il y a aujourd'hui une sorte d'équivoque dans l'attitude israélienne, et c'est cette attitude équivoque qui contribue justement à affaiblir la position israélienne, car
on a le sentiment que tous les autres acteurs démocratiques sont opposés à ce que pense faire le Premier ministre israélien. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener et une réflexion d'ensemble sur ce que sera la sortie de crise une fois que les opérations militaires seront achevées. Ça, c'est effectivement un aspect des choses auquel le gouvernement israélien est en train de s'atteler, puisque pas plus tard qu'en ce début de semaine, il y a eu l'échafaudage d'un plan sur comment les choses vont se passer. Mais moi, j'en reviens à la question de fond. Au-delà de ces questions électoralistes dont vous avez parlé, et peut-être des carences dans la préparation de l'après-guerre à Jérusalem, comment sur le fond, vous, en tant que spécialiste des États-Unis, vous concevez que l'administration américaine pourrait penser résoudre aussi cyniquement en imposant finalement de manière non négociée à Israël la création d'un État palestinien, résoudre un conflit vieux de plus d'un siècle en surfant comme ça sur la tragédie du 7 octobre. Et la question subsidiaire, est-ce que c'est à cela qu'Israël doit s'attendre de la part de son allié le plus fidèle, comme on dit depuis des décennies, à savoir les États-Unis? Est-ce que là, il y a quand même quelque chose, le bas qui blesse? On a l'impression qu'on est revenu aux mauvaises années de l'administration Carter. Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, puisque je l'ai indiqué tout à l'heure au début de mon interview, c'est vrai que l'opinion américaine a changé aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques années, sinon quelques mois. Et elle a changé, mais ça veut dire qu'au fond, Israël est malheureusement de plus en plus isolé dans le débat diplomatique. Et il me semble que la meilleure façon de sortir de cet isolement, ce serait évidemment que les Israéliens puissent se prononcer, puissent en somme décider de ce que serait leur intention vis-à-vis de la question palestinienne. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que cette question palestinienne semble quasiment insoluble. Parce qu'il ne suffit pas de dire nous voulons créer un État palestinien, mais cet État palestinien, on le met où? Et qui est-ce qui le gouverne? Et dans quelle mesure, en somme, répond-il à la volonté d'une majorité de Palestiniens? Est-ce que le Hamas n'en profitera pas? Et le Hamas n'est pas favorable à un État palestinien à côté d'un État israélien. Le Hamas souhaite une chose, c'est de faire disparaître l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, on est là dans une situation qui est très difficilement soluble, et j'hésiterais même jusqu'à un certain point, mais je dirais que c'est une solution qui est quasiment insoluble. C'est bien de dire il nous faut deux États, mais où le mettre, avec qui et dans quelles circonstances le créer? Tout cela, ça reste particulièrement vague, et je crois qu'il y aurait encore beaucoup de travail encore à faire du côté des Palestiniens, mais même aussi du côté des Israéliens, pour trouver une solution à ce conflit qui est insoluble. Alors, sur un plan diplomatique et plus juridique, là, je vous demande votre avis d'expert international, pas simplement d'expert sur les positions américaines. Ne trouvez-vous pas paradoxal de voir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union européenne aussi, des puissances qui s'étaient portées directement garantes des accords d'Oslo de 1993, Oslo I et Oslo II en 1995, préconiser cette fois la création unilatérale d'un État palestinien, alors que ces accords stipulaient clairement, avec la signature de ces puissances que je rappelais à l'instant, que ni Israël ni l'autorité palestinienne ne peuvent décider seuls et unilatéralement du statut futur des territoires disputés. Alors pourquoi ce dangereux revirement? C'est comme si les signataires d'Oslo, les garants d'Oslo, désavouaient eux-mêmes les accords d'Oslo, ce qui d'ailleurs, de manière indirecte, comme l'ont relevé certains experts juridiques israéliens, dégagerait par là même Israël de toute obligation vis-à-vis de ces accords d'Oslo et vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Vous savez, je ne vais pas
avoir l'outrecuidance de vous rappeler que les accords d'Oslo datent de 1993, c'est-à-dire d'il y a 30 ans. Donc, depuis lors, la situation a beaucoup évolué, du côté israélien, bien sûr, et aussi du côté palestinien, parce que les accords d'Oslo n'ont pas été signés par le Hamas. Le Hamas existait à peine à l'époque. Ils ont été signés par Yasser Arafat, qui a disparu, et puis par des dirigeants israéliens qui eux aussi ont disparu ou ne sont plus au pouvoir. Donc, non, mais moi je vous c'est une pose la vieille... question, André, excusez-moi de vous interrompre, parce que justement, dans toutes les déclarations que Blinken ou Biden ont faites ces dernières semaines parlant de l'État palestinien, ils ont à chaque fois utilisé la formule d'un État palestinien qui serait placé sous le contrôle d'une autorité palestinienne rénovée. Et donc, en fait, Oui. on parle bien de cette autorité palestinienne qui a été mise en place lors des accords d'Oslo. Et même s'ils sont anciens, bien sûr que la situation a changé, mais le cadre juridique, le cadre diplomatique et le cadre de concertation possible entre l'entité palestinienne et l'État d'Israël reste ce qu'on appelle en hébreu la misguérette, le cadre des accords d'Oslo. Et donc finalement, on est là dans un paradoxe sur toute la ligne. Mais qu'est-ce que c'est que cette autorité palestinienne? Est-ce que c'est Mahmoud Abbas? Est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que ce sont des mouvements divers qui se manifestent en Judée et en Samarie? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la situation n'est plus du tout celle de 1993. Et je pense que faire allusion aux accords d'Oslo, c'est certainement satisfaisant sur le plan intellectuel ou sur le plan juridique, mais ça ne correspond pas à l'état du terrain. Et il faut en somme tenir compte des forces nouvelles qui s'exercent dans cette région du monde, forces nouvelles du côté des Palestiniens, mais forces nouvelles aussi du côté des Israéliens, parce que il me semble que la présence juive en Judée et en Samarie s'est accentuée depuis Oui, il y a 1993. un demi-million d'habitants juifs en Judée-Samarie. C'est-à-dire d'une manière spectaculaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation est totalement embrouillée, elle est autrement plus compliquée encore qu'en 1993, c'est tout dire. Et c'est pour ça que de dire que l'on veut un État palestinien, c'est une très belle déclaration, mais je ne suis pas certain que les Palestiniens eux-mêmes sachent exactement ce que serait cet État, qui le gouvernerait, à quoi correspondrait-il et quelles seraient ses relations avec l'État d'Israël. Toutes ces choses-là devront être éclairées ou éclaircies, parce que pour le moment, on est dans l'obscurité la plus totale. Alors il y a un autre, ce sera ma dernière question, un autre aspect qui est encore avec un élargissement, enfin une vision encore plus large, c'est penser, comme le font donc les Européens et l'administration Biden, penser résoudre ce conflit dont je rappelais tout à l'heure qu'il était vieux de plus d'un siècle, le conflit israélo-palestinien. N'est-ce pas une illusion en créant un État de ce genre, d'autant que ce 22e pays arabe qu'on créerait dans la grande région entre le Mashrek et le Moyen-Orient ne manquerait pas, tout le monde le sait, tous les spécialistes le pressentent, de devenir, dès sa création, un État terroriste aux portes même d'Israël. Alors est-ce que cette solution qui intéresse beaucoup le desk de campagne de Joe Biden pour les raisons que vous indiquiez tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas, non pas un cadeau, mais ce n'est pas un piège terrible pour Israël, parce que la création d'une telle entité, en plus de manière unilatérale, ne ferait que précipiter la région dans des affrontements encore pires que ceux d'aujourd'hui. C'est possible. Bon, moi, je ne sais pas très bien si vous avez raison ou si vous avez tort, mais je pense que vous n'avez pas tort. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraisemblable que on demande aujourd'hui la création d'un État palestinien pour une raison très précise. C'est pour arrêter le conflit à Gaza. C'est pour arrêter les milliers de morts qui résultent de ces engagements, de cet engagement militaire. Alors, ça veut dire qu'une fois qu'on aura arrêté le conflit, qu'est-ce qu'on fait? Comment agit-on?
qui va agir et dans quel sens. Donc tout ça, ça correspond, si vous voulez, à des questions que l'on peut poser, mais ces questions suscitent des réponses extrêmement diverses et le plus souvent d'ailleurs une absence de réponse. Donc ça veut dire qu'au fond, la situation est totalement embrouillée et une situation dans laquelle les puissances comme les États-Unis tâchent de trouver une solution, mais il n'est pas du tout certain que les États-Unis aient trouvé la solution, parce que s'ils l'avaient trouvée, ça fait longtemps qu'elle serait appliquée. Eh bien, merci André pour ces précisions. On a une impression je dirais, de surplace et de cafouillage, parce que vous avez bien exploré les différents critères qui caractérisent cette situation. Je vous remercie d'avoir consacré du temps au Studio Qualita. Je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés, et à très bientôt. Au revoir. Ok, eh ben on s'en est sorti.